Bonjour Monsieur le Président Kafando. Bonjour Monsieur Kemoyou. Vous avez une longue carrière de diplomate avant de devenir envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Vous avez également été président de la transition au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la situation au Burundi et celle du Burkina Faso? Je voudrais simplement, pour camper votre question, vous dire que lorsque j'ai été approché par le secrétaire général des Nations Unies pour m'occuper de la question du Burundi, j'ai d'abord hésité. Évidemment, compte tenu de la complexité du problème, vous n'oubliez pas qu'il y a eu d'abord au moins 3 envoyés spéciaux avant moi et que chacun d'eux n'a fait qu'un court séjour. Et donc un problème extrêmement difficile. J'ai eu donc à réfléchir. Mais en fin de compte, j'ai accepté pour 2 raisons, que j'ai d'ailleurs répété au président Pierre Nkurunziza lorsqu'il a eu, j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui. Il lui a dit que je me suis engagé parce que je considère aujourd'hui que les problèmes africains doivent être traités par les Africains eux-mêmes. Pendant longtemps, nos problèmes ont été gérés par des gens qui ne connaissent pas les réalités africaines, des expatriés, des experts venus de tous autres pays. J'ai accepté parce que je considère que les Africains doivent d'abord être les premiers à s'impliquer dans le règlement de leurs propres problèmes. Et deuxièmement, parce que je considère que j'ai quand même eu une certaine expérience diplomatique, comme vous l'avez si bien dit. J'ai fait près de 13 ans comme représentant spécial de mon pays aux Nations Unies. J'ai assuré par 2 fois la présidence du Conseil de sécurité. Donc, je m'y connais un peu en matière de gestion des conflits. Et j'ai ajouté au président Nkurunziza que la 3e raison qui m'a poussé, c'est parce que lorsque je fais un parallèle entre ce qui se passe au Burundi et ce qui s'est passé au Burkina Faso, je vois un genre de similitude et en cela, je peux peut-être apporter quelques conseils, faire quelques recommandations. Donc, vous avez si bien dit, ce sont ces raisons-là qui m'ont poussé à accepter de m'impliquer dans le dossier burundais. Est-ce que les différents acteurs de la scène politique burundaise vous ont naturellement fait confiance pour accomplir la mission qui est la vôtre dans leur pays? Avec le président, nous sommes restés près d'1 heure en entretien. Et avec lui, j'ai évoqué l'ensemble des difficultés et surtout l'ensemble des problèmes. Et je lui ai demandé vraiment d'être ouvert parce que je viens, comme je l'ai dit, en tant que frère africain. Je n'ai pas d'autres considérations en menant ce dossier-là. Et donc, j'ai cru comprendre que, enfin, en tout cas, j'ai eu le sentiment que le président, nous avons bien échangé. Et bon, de façon générale, je pense que j'ai eu un bon accueil. Parce qu'après le président, j'ai quand même rencontré pratiquement tous ceux qui sont partie prenante à la situation, à la crise. J'ai rencontré les anciens chefs d'État, j'ai rencontré les présidents des partis politiques, partis au pouvoir comme partis de l'opposition. J'ai rencontré les responsables religieux, j'ai rencontré la société civile, j'ai pratiquement rencontré tout le monde. Et le sentiment que j'ai eu, après avoir eu des entretiens, des échanges avec tout ce monde-là, c'est que, bon, tout le monde était content que les Nations Unies puissent s'impliquer et tout le monde s'est dit ouvert. Bon, donc, pour moi, il n'y avait aucun problème. Mais vous savez, dans ce genre de situation, bon, ce n'est pas l'accueil apparent qui peut dire que c'est... Alors, par la suite, on aura de toutes les façons, j'aurai quelques petits problèmes par la suite. Et on peut dire qu'à ce niveau-là, bon, il y a un accueil, mais lorsque vous essayez d'entrer plus en profondeur, il y a toujours des difficultés. De façon générale, quand on observe aujourd'hui la situation au Burundi, on a l'impression qu'elle a échappé à tous les radars aujourd'hui de la communauté internationale, que l'on n'en parle plus, que c'est une crise ignorée. Est-ce que cela signifie que tout se passe bien?
Vous avez tout à fait raison parce que je pense que l'une des particularités de la crise burundaise est qu'elle est laissée entre les mains des principaux responsables de la sous-région. Et vous les connaissez. Et que les responsables de la sous-région vraiment ne montrent pas beaucoup d'empressement ni beaucoup d'engagement à se saisir de la question du dossier. C'est ce que j'ai constaté. Et en même temps, le gouvernement burundais est intransigeant sur un certain nombre de principes. En même temps, l'opposition burundaise aussi a des exigences, si bien que lorsque nous avons réussi enfin à organiser un dialogue en décembre-janvier à Arusha, nous avons eu l'essentiel de l'opposition était là, le pouvoir aussi avait envoyé des représentants, mais nous avons compris que le problème était assez difficile, la compréhension n'était pas là, les divergences étaient assez profondes parce que finalement nous n'avons pas pu obtenir que face à face, opposition et gouvernement, les représentants du gouvernement puissent se parler franchement. Donc il y a là une forme d'intransigeance, jointe évidemment à une, enfin, je ne dirais pas l'apathie de la sous-région, mais à une espèce de... Bon, il y a une espèce de... Disons, comment, c'est pas non plus la complicité, mais on sent que la sous-région, qui a le dossier ne s'engage pas à fond. Quand vous parlez de la sous-région, vous parlez... Moi, je parle de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. D'accord. Et quel rôle la CEAC peut jouer dans ce processus-là, puisqu'il y a la SADC, mais il y a également la CEAC? Oui, mais c'est surtout la CEAC parce que, comme je l'ai noté tout à l'heure, le principe de la subsidiarité veut que quand un conflit naît dans une région ou dans une sous-région, ce soit d'abord la sous-région qui en soit saisie, en tout cas qui soit habilitée à se saisir de la question. Ensuite, vous avez au niveau supérieur, vous avez l'Union africaine et après l'Union africaine, vous avez les Nations unies. Dans le cas du conflit burundais, c'est donc les pays de l'Afrique de l'Est et qui ont d'ailleurs au début choisi les personnes idoines pour s'occuper de la question, puisque le médiateur choisi par l'ensemble des chefs d'État de cette sous-région, c'est le président Museveni, et le facilitateur, c'est quelqu'un aussi qui s'y connaît en la matière pour avoir exercé de hautes fonctions dans la sous-région. C'est l'ancien président de la Tanzanie, le président Benjamin Mkapa, qui est le facilitateur et que j'ai rencontré plus d'une fois. Et ils ont beau essayer de faire avancer le dossier, il y a toujours un problème. Ce problème, c'est le Rwanda? Je ne dirais pas que le problème est le Rwanda parce que dans toutes les réunions que j'ai eues avec le facilitateur ou avec le médiateur, nous n'avons jamais posé la question du Rwanda. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien que les relations entre le Rwanda et le Burundi ne sont vraiment pas des plus... Il y a un problème, un sérieux problème. D'accord. Au terme des 2 journées de travail que vous venez de tenir ici à Libreville, est-ce que le message que vous envoyez à la communauté internationale, c'est que vous avez épuisé tous les moyens qu'il y avait de résoudre cette crise au Burundi, ou que vous êtes en train de chercher des solutions au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vous savez, en matière de recherche de la paix, je crois qu'il faut toujours être patient et persévérant. On ne peut jamais dire qu'on a bouclé un dossier de règlement d'un conflit, d'un différend. Non. Il faut toujours se remettre à l'ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez bien avec l'histoire, l'expérience, tous ces conflits que nous connaissons, il y a des conflits qui ont duré 10, 15, 20 ans. Donc, de ce point de vue, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais qu'il y a des écueils, des obstacles à l'heure actuelle en ce qui concerne le Burundi. Nous n'avons pas pu obtenir qu'il y ait un dialogue inclusif tel que les Nations unies le voulaient, tel que l'Union africaine le voulait. Mais nous ne désespérons pas. Très bientôt, il y aura le référendum sur la réforme constitutionnelle. Et après ce référendum, je crois que nous devrions, avec le gouvernement burundais,
obtenir, en tout cas essayer de voir quelle nouvelle stratégie nous pourrions adopter pour que ce pays-là sorte vraiment de la crise où elle est embourbée. Et quand je parle de cela, je vois surtout les élections de 2020. Maintenant, l'événement essentiel, ça sera les événements. Il faut voir comment la communauté internationale peut accompagner le gouvernement burundais ensemble avec l'opposition, parce que je dois vous dire une chose, le gouvernement burundais dit qu'il est toujours prêt pour le dialogue, mais après le référendum, mais aussi un dialogue qui sera plus à l'extérieur, mais à l'intérieur du Burundi. Donc, tout cela faisant, on s'est dit qu'on n'est pas pessimiste et qu'il y a toujours une porte de sortie. En tout cas, nous travaillons dans ce sens. De quoi avez-vous le plus besoin maintenant? De moyens humains, financiers ou de temps? Nous avons besoin surtout de... Les moyens financiers, c'est normal, parce qu'il nous faut organiser des réunions, notamment pour essayer d'avoir, si vous voulez, toujours cette rencontre avec l'opposition, puisqu'il s'agit d'un dialogue inclusif. Mais nous avons surtout besoin de, j'allais dire, d'une tolérance de la part des partis. Parce que c'est ça qui manque le plus. C'est l'intransigeance qui nous conduit dans ce dossier du Burundi à ces situations un peu à ces difficultés-là. Je vais vous dire que, par exemple, le gouvernement est intransigeant, mais l'opposition aussi est intransigeante. Moi, quand j'ai eu à rencontrer l'opposition, j'ai été clair. Je dis, vous savez, il s'agit d'un rapport de force. Le gouvernement est un gouvernement qui a l'effectivité du pouvoir, qui exerce ses prérogatives de souveraineté, qui est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, qui a les moyens de puissance. L'opposition, vous n'avez que peut-être votre conviction, vous n'avez que l'opinion que vous voulez à chaque fois exprimer, ce qui est tout à fait légitime, mais vous n'avez pas d'autre chose que ça, donc ne soyez pas trop exigeants. Par exemple, le 3e mandat du président Nkurunziza, il faut laisser tomber parce que le président Nkurunziza est actuellement au pouvoir, personne ne peut l'en déloger, ça ne peut plus être une exigence de l'opposition. Deuxièmement, il ne faut plus parler de gouvernement de transition parce qu'un gouvernement de transition, c'est quand il y a une crise dans un pays qu'on met en place un gouvernement de transition. Il n'y a pas de crise ouverte à l'heure actuelle puisque le gouvernement il gouverne. Donc ça aussi, c'est des revendications qu'il faut laisser tomber. Donc il faut abaisser un peu le terme de vos revendications. C'est ça que j'appelle tolérance également parce que si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, surtout si vous dites que vous militez pour le bien de votre peuple, chacun doit en tout cas mettre de l'eau dans son vin, comme on dit couramment, c'est-à-dire que chacun soit tolérant. Oui, on ne campe pas dans une intransigeance parce qu'on a vu bien souvent que l'intransigeance, c'est ça qui amène l'extrême violence. Merci, M. Kafando. Merci.